Merci de rester connecté à 90 minutes au Bénin. Quelles doivent être les priorités du CNE, le Conseil national de l'éducation installé la semaine écoulée par le chef de l'État Patrice Talon? Sur ce plateau, la position d'un acteur clé du système éducatif, au-delà même de sa casquette de responsable de confédération syndicale, il est conseiller pédagogique. Il partage avec nous sa vision, ses récriminations, mais aussi les chantiers urgents auxquels doit s'attaquer le dit conseil avec notre invité. Bien d'autres sujets seront débattus. Le plateau s'installe avec Noël Chedaré de la COSI Bénin. C'est parti pour le grand oral. Noël Chedaré, bonsoir, bienvenue sur ce plateau. Oui, bonsoir Anien Bossou. Oui. J'espère que vous allez bien. Nous allons très bien. Très bien, ça va. Noël Chedaré, c'est vrai, le Conseil national de l'éducation a été installé, mais vous étiez le grand absent à cette installation-là. Pourquoi? Oui, absent parce que j'étais, n'est-ce pas, hors du territoire national, j'étais à l'étranger. Et donc, mais la confédération qui est la mienne était présente. Et, il y avait 5 membres de mon bureau qui étaient bien présents, bel et bien présents à cette installation du Conseil national de l'éducation. Donc, la COSI était là, comme les autres centrales syndicales aussi étaient là. On a entendu dire que c'est parce que les syndicats ne font partie du CNE que vous avez boycotté. Votre présence à vous n'est pas celle de ceux qui vous ont représenté. Non, on n'a pas... Le boycott n'est pas c'est pas la meilleure des choses. Et puis, je dois vous dire que nous n'avons pas cette habitude de boycott. C'est pas à tout moment qu'il faut boycotter. On veut installer un organe, le Conseil national de l'éducation. On vous invite. Je crois que il faut y être. Donc on y était. Seulement que moi, je n'y étais pas. J'étais hors du territoire national. Une fois le CNE installé, c'est à peine si on ne s'élèverait pas un super organe censé régenter l'éducation béninoise. Est-ce que, selon vous, quelle étude doit-on avoir du CNE? Dès sa conception, quand j'ai pris connaissance de ce que ça devrait finalement être, n'est-ce pas, j'avais déjà dit que le Conseil national de l'éducation, sous sa forme, sous sa version nouvelle, sa formule nouvelle, parce que vous savez que le Conseil national de l'éducation, il y avait déjà le Conseil national de l'éducation sous le régime du président Yahi. Je crois qu'il y a une loi portant orientation de l'éducation nationale, et je crois que c'est une loi 2003, la loi 11 de 2003, qui avait déjà prévu, n'est-ce pas, dans les textes, le Conseil national de l'éducation. Donc ce conseil existait. Maintenant, le gouvernement de la rupture a voulu lui donner, n'est-ce pas, une autre allure, en faisant voter un décret en 2018 qui lui permet de lui donner les attributions que vous connaissez. Et quand vous lisez ces attributions, quand vous voyez les objectifs visés, eh bien, on peut dire que moi je dis c'est un super ministère. C'est un ministère d'État. Parce qu'ils ont la conception, c'est eux qui ont pratiquement tout, ils ont toutes les prérogatives, et même aussi les décisions en matière d'orientation budgétaire, alors qu'au ministère on a un DAF. Bon, c'est un choix, on va attendre de voir à l'application, la mise en œuvre, et si cela est vraiment efficace, mais l'intention n'est pas mauvaise, il faut le dire. L'intention n'est pas mauvaise de mettre ce Conseil national de l'éducation, de lui conférer tout ce qu'on lui a conféré, tous les droits, toutes les prérogatives. L'intention n'est pas mauvaise parce qu'on a dit qu'on veut dépolitiser, n'est-ce pas, l'éducation nationale. C'est une bonne intention. Justement, quand on veut faire cela, on veut dépolitiser, c'est des gens techniques qui ont été mis là. Avec l'un des ministres dans ce conseil de l'éducation, les syndicats qui désormais ne font plus partie, les APE, les parents d'élèves également qui ne font plus partie, quelle forme de collaboration pourrait-il y avoir entre les ministères sectoriels et ce CNE-là? Non, mais le ministère sectoriel, j'ai dit, c'est comme le CNE est devenu une sorte de ministère d'État. Et les ministères sectoriels sont un peu comme des secrétariats d'État. Donc, ils doivent mettre en œuvre, exécuter ce qui a été décidé. C'est ce qu'on peut tirer comme enseignement quand on jette un coup d'œil sur ce qu'on a conféré comme, n'est-ce pas, droit, conféré comme objectif, attribution au CNE. Donc, le CNE est un organe au-dessus des... Qu'est-ce qui peut justifier l'absence des syndicats? Non, on a allégué que c'est un organe technique.
Donc, c'est pas... Vous avez vu qu'on n'a pas mis les parents d'élèves, on n'a pas mis les syndicats dedans. Quand bien même il était souhaitable qu'on soit dedans, bon, les intentions, c'est de dépolitiser et tout. On verra bien si ça peut permettre, n'est-ce pas, de véritablement dépolitiser, parce qu'on a vu dans l'enseignement, la politique s'en est véritablement mêlée, hein, où on nomme des gens qui ne doivent pas être là où ils sont, hein, au poste de direction. On recrute des gens qui ne devraient pas être là et qui sont obligés de faire ce qu'ils n'ont pas vocation à faire. Donc si ça peut changer un peu les choses, si ça peut apporter de la qualité, si ça peut apporter de la plus-value, eh bien, je crois que l'intention est bonne. On attend de voir l'opérationnalisation, la mise en œuvre de ce qui a été décidé, si effectivement on va pouvoir atteindre les objectifs. On le jugera à l'œuvre. Voilà. En fait, sur le CNE, nous avons désormais un CNE entièrement relooké. Dites-nous, de l'ancien CNE à l'actuel CNE, qu'est-ce qui, selon vous, a changé fondamentalement? Il y a beaucoup d'attributions. On lui a donné tous les pouvoirs. Et l'autre CNE n'avait pas, le CNE de Gontondi n'avait pas ces pouvoirs. Mais ici, c'est les pouvoirs énormes qu'on lui a conférés à ce CNE. Et pour lui donner la main libre pour faire le travail, presque tout, n'est-ce pas, à leur disposition. Donc, c'est différent. C'est un conseil national d'éducation, une nouvelle formule, une nouvelle version, peut-être parce qu'il y a des objectifs visés et on veut changer un peu les choses. Bon, on espère les voir changer. Et on va juger cela dans les mois et les années à venir. Quand on fait un peu le point au niveau de l'éducation béninoise, il y a le manque d'infrastructures scolaires, il y a le manque d'enseignants, ce qui a d'ailleurs fait recours aux aspirants. Est-ce que vous pensez que le CNE peut être la solution aux problèmes qui minent l'éducation béninoise? Et si c'est le cas, quelle doit être la priorité du CNE actuellement? S'ils ne sont pas la solution, c'est qu'ils auraient échoué. Parce qu'on a dit qu'il faut dépolitiser. Il faut mettre celui qu'il faut à la place qu'il faut. C'est un organe purement technique. Des gens qui ont, n'est-ce pas, l'expertise et qui sont présumés avoir l'expertise. Et donc, on attend d'eux qu'ils mettent en œuvre cette expertise pour qu'il y ait de la qualité dans le secteur de l'éducation, dans les 3 sous-secteurs. Donc, quand vous voyez un peu, on a dit, j'espère qu'ils ne vont pas faire un peu comme ce qui s'est passé avec les aspirants. On a fait les choses dans la précipitation. Dans la précipitation, et ça a donné ce que ça a donné. Aujourd'hui, on voit des professeurs d'histoire géo, des professeurs, n'est-ce pas, qui ont d'autres vocations. Les professeurs d'histoire géo d'anglais qui vont enseigner le français. Des professeurs de SVT qui vont enseigner les mathématiques. C'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Alors que nous avons dans notre pays des professeurs qui sont sortis des écoles normales. Ceux qui sont sortis des écoles normales, des instituteurs qui sont sortis des écoles normales. Quand ils sont sortis des écoles normales, c'est un diplôme national. Donc, c'est des gens avérés qui sont présumés être compétents pour faire le travail. Ils ne devraient pas être à la maison. Pendant qu'on prend des gens qui font... On n'a rien comme les gens, contre ceux qui font histoire géo ou qui font SVT. C'est des enseignants, ils ont été formés pour... Mais qu'ils enseignent ce pourquoi ils ont été formés. Et donc, on aurait pu éviter un certain nombre de choses et vraiment mettre celui qu'il faut à la place qu'il faut pour donner de la qualité au système et éviter ce que nous voyons, c'est la précipitation. On espère qu'ils ne vont pas aussi faire les choses dans la précipitation, qu'ils vont prendre le temps, parce que je connais un certain nombre d'entre eux, il y a des gens qui ont de la qualité. Et s'ils sont là, c'est parce qu'ils ont de la qualité et on leur a donné une mission et j'espère qu'on leur donnera les moyens pour qu'ils atteignent les objectifs à eux fixés. Maintenant, nous, on attend de les voir, de les juger sur pièce pour voir s'ils font des choses qui ne sont pas bien, on va les dénoncer, on va les critiquer. Parce qu'on ne veut plus de nomination où un professeur ou un instituteur ou un professeur moins gradé que des gens qui sont plus gradés que dirigent la course pour avoir les postes de direction. Il faut que ça cesse. Parce qu'on doit mériter, n'est-ce pas, la nomination. Quand vous voyez un peu le profil des membres du CNE, est-ce que vous pensez qu'ils sont prêts pour le job? Le profil, on a à la tête du CNE le professeur Noël Baguidi. On présume. Votre mot d'ailleurs. Ah oui, je peux me présenter moi. on présume qu'ils sont bons pour faire le job. Maintenant, on va les juger, n'est-ce pas, à l'œuvre. Et je sais pas, il y a eu des appels d'offres, les gens... J'ai rappelé tantôt que vous êtes conseiller pédagogique. Oui. Quelle est la priorité du CNE à l'heure actuelle? Tout est prioritaire.
Ah, mais non, on ne peut pas tout embrasser. Il y a tellement de problèmes dans le système que vous allez leur demander, vous diront que ce que j'ai dit est juste. Tout est prioritaire. Il n'y a pas de priorité, tout est prioritaire. Il faut faire de telle sorte que nous ayons la qualité. Vous voyez, on est dans un système, tout est à repenser. Est-ce que finalement les syndicats n'ont pas failli à ce niveau-là, au niveau pour ce qui est de la refonte ou du système éducatif? Non, attendez, ne jetez pas la pierre. Parce qu'on s'attendait à ce que vous puissiez, vous en tant que vous puissiez... On a fait des propositions, ce n'est pas souvent suivi. Regardez ce système qui ne fait que créer des chômeurs. Une école qui crée des chômeurs, on doit pouvoir arrimer, et ça le CNE on espère va faire le job, arrimer, n'est-ce pas, le système éducatif n'est-ce pas, au marché de l'emploi. C'est important. Si il y a quelque chose de prioritaire, c'est une priorité. Avoir de la qualité, des enseignants qui ont de la qualité, qui font vraiment le job. Et pour ça, il faut voir dans quelle mesure inciter ces enseignants au travail, les stimuler. Le CNU a beaucoup de choses à faire. Recruter des gens de qualité. Les classes, vous voyez des heures de cours qui se font, on fait les cours à des heures qui ne sont pas des heures appropriées. On n'a pas le professeur qu'il faut, il y a la démotivation dans le milieu, dans le système, et le système est à repenser pour faire de telle sorte que parce qu'on a les ressources humaines ne vont pas manquer à notre pays. De votre position, quel peut être l'apport que vous allez faire au CNE? Même si vous n'êtes plus dans mais je pense qu'ils ne vont pas faire de réforme, ils ne vont pas faire des choses sans nous. Vous pensez? Mais je pense qu'ils vont nous appeler. Ah oui, parce qu'ils ont quand même besoin de nous écouter. C'est vrai qu'ils sont techniques, ils ont des gens qui ont une certaine expertise, mais ils doivent pouvoir écouter ceux-là qui sont là. On ne peut pas affecter les gens comme on veut affecter. Il y a des affectations qui sont des affectations pour sanctionner des actes de discrimination anti-syndicale. Les dirigeants béninois pensent que oui, que quand on envoie les étudiants béninois qui bénéficient de bourses de formation, quand ils y vont, ils ne reviennent plus. Et l'État pense qu'il faut introduire une loi au Parlement pour leur faire signer désormais un contrat d'engagement citoyen. Est-ce que vous pensez que c'est une solution pour éviter la fuite des cerveaux? Bon, on peut dire oui. Quelque part, il y a quand même que si l'État envoie des Béninois, tout à fait, des Béninois à l'étranger pour faire des études, c'est qu'il y a des besoins qui ont été exprimés. Et donc, si les besoins sont effectivement exprimés, qu'on dit on a besoin de tel, on les envoie étudier, ils devraient pouvoir revenir pour travailler, servir leur pays parce que leur pays a payé leur formation, a pris en charge leur formation. Mais est-ce que c'est la solution? Si on le fait comme ça, ils prennent des engagements, il faut qu'on s'assure, il faut assurer les arrières de ceux qui ont pris des bourses, qui ont eu des bourses et qui ont pris des engagements. Parce que s'ils reviennent et qu'ils ne trouvent pas de boulot, c'est ça, il faut voir les besoins que nous avons et donner les bourses et leur garantir n'est-ce pas, le boulot, le job après, quand ils vont revenir. Mais s'ils doivent revenir pour allumer de l'air, quelque part, donc c'est vrai, c'est bon qu'on ne gaspille pas. Si on doit donner de l'argent pour former des gens et qui ne reviennent pas dans le pays pour venir servir le pays, il y a problème. Nous avons encore 2 minutes. J'ai envie de prendre votre avis sur 2 questions. Donc, 1 minute par question pour parler un peu de la convocation par Patrice Talon électorale en perspective des élections communales et municipales. Comment voyez-vous la prise de la convocation de ce corps électoral et comment éviter ce qui s'est passé pour les élections législatives? Oui, moi, on est bien d'inviter, convoquer le corps électoral. Maintenant, il faut que le pouvoir fasse tout pour nous éviter le pouvoir, je vais dire, et le pouvoir et aussi les partis politiques. Les 2 partis, le gouvernement du président Talon et les politiques, les partis qui fassent tout pour nous éviter le syndrome des élections législatives. C'est un syndrome. 1er 2 mai 2018. Qu'on fasse tout pour qu'on ne revienne. Que ça ne se reproduise plus. Mais cela suppose que du côté de l'opposition comme de la mouvance, chacun prend les dispositions pour qu'on le fasse. C'est ça que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit que les différents partis fassent de telle manière, et que ça se fasse de façon sincère, qu'il y ait de la sincérité de part et d'autre, que nos politiciens, c'est eux souvent qui nous conduisent dans des situations que vous connaissez. Il faut qu'ils fassent tout pour nous éviter ce qui arrive. Il faut que les élections communales soient une occasion de fête.
On a toujours osé faire des élections comme si c'était la fête ici, dans notre pays. C'est la dernière fois, c'est l'exception. Il faut que cette exception-là, ça s'arrête là. Il faut nous éviter cela. Et moi, je souhaite vraiment que le chef d'État s'implique, mais que les hommes politiques, les différents partis aussi s'impliquent pour que tout le monde, qu'il y ait des élections véritablement inclusives. Et que tout le monde fasse de telle sorte que ces élections soient effectivement inclusives. Chacun joue sa partition. Qu'on mette l'intérêt du pays au-dessus des intérêts personnels des uns et des autres. Égoïstes, comme vous le dites. Voilà. Moi, Chadari, rapidement, on va faire un tour au Togo. Oui, la présidentielle pointe à l'horizon. C'est le mois prochain. Est-ce que vous craignez pour le Togo? On est inquiet pour tous les pays. Pour l'Afrique de l'Ouest, moi je dis, c'est pas le Togo seulement. Vous avez la Guinée, ce qui se passe, qui se prépare là-bas. Vous avez la Côte d'Ivoire qui a les élections. C'est une année électorale en Afrique de l'Ouest. Et quand on voit ce qui se passe, ça n'augure de rien de bon. On souhaite vraiment qu'au Togo, ce sont nos frères d'à côté. Et donc, on souhaite vraiment on va croiser les doigts pour espérer que les choses vont se passer sans heurts, pour nous éviter de voir nos frères venir en exil au Bénin. Et ça, c'est les différentes parties. Et puis, l'opposition. L'opposition souhaite venir au pouvoir. Mais l'opposition, telle que je vois les choses, elle est divisée. Et c'est un peu partout. Les pouvoirs qui sont en place font tout pour diviser l'opposition. C'est même aussi chez nous aujourd'hui. L'opposition qui se laisse aussi diviser. Les oppositions, c'est les oppositions vraiment pratiquement de factice. On souhaite au Togo que les élections soient des élections apaisées, que les choses se passent bien, et pour que il n'y ait pas vraiment à regretter. Noël Chadari, votre mot de la fin. C'est juste souhaiter à tous les Béninois, n'est-ce pas, de c'est le premier numéro pour le nouvel an, sur Canal 3. Leur souhaiter une heureuse année, souhaiter à nos politiciens de regarder tous dans la même direction, de faire des efforts, tout le monde, et de mettre au-dessus des partis, de leur parti, les intérêts de la patrie, de mettre la patrie au-dessus des intérêts partisans qu'ils ont, pour que nous évitions ce que nous avons vu. Nous sommes aussi dans une année électorale, on parle du mois de mai, je crois. La date est déjà retenue. Tout à fait. Et donc, il faut vraiment que ce soit une fête, une occasion de fête, et qu'on pense que le 17 mai au soir, que ce soit une fête. Voilà. Merci beaucoup à vous, Noël Chadari, de la Confédération des organisations syndicales indépendantes, mais c'est vrai qu'on vous entend de moins en moins là. Bon, mais si vous appelez sur des sujets, vous m'avez appelé, je suis rentré hier nuit seulement. Mais j'ai dit, je viens. S'il y a des sujets sur lesquels vous nous appelez, on dira ce qu'on pense. C'est souvent les politiciens ceux qui pensent que non, mais les syndicats sont de plus en plus... Mais il y a eu des choses auxquelles les gens ont participé. Il y a eu des lois qui ont été votées. Mais où étaient ceux-là qui disaient que des lois, c'est les rats qui ont été votées? On vous aura compris, monsieur Noël Chadari. On n'a pas la muselière à la bouche. Moi, je n'ai pas la muselière à la bouche. Merci à vous. Merci Noël Chadari. Merci d'être passé sur le grand oral. L'info fait le buzz sur la toile. Le général autoproclamé Faletti n'est plus libre de ses mouvements. En attendant d'en savoir un peu plus sur la suite de son dossier judiciaire, les commentaires vont bon train et on en parle avec Roméo Acloso qui va s'installer. Cœur de la ville de Barrakou, Loft Resort Hotel, un bel espace très relaxant. Découvrez nos chambres hors standing, espacées avec confort et luxe. Notre salle de conférence avec secrétariat et hall d'atelier. Notre restaurant et nos lieux de détente d'exception pour un séjour en grand. À Loft Resort Hotel, profitez de notre service traiteur et de notre parking grande capacité. Loft Resort Hotel, Barrakou, quartier Arafat, 150 mètres de l'université. Réservation au 23 61 36 20 67 39 51 51. Loft Resort Hotel, votre satisfaction, notre plus belle récompense. Il est déjà bien installé. Bonsoir Roméo, bienvenue sur ce plateau. Merci Aman. Depuis l'arrestation du général civil autoproclamé, la toile s'inonde de commentaires. Exactement. Oui, on va y aller. Il y a que la police républicaine a tenu un point de presse le 24 janvier dernier. Nous allons lire rapidement la déclaration du porte-parole de la police républicaine. Il disait ceci. Chères populations et chers amis de la presse, je voudrais avant tout propos vous remercier pour votre présence en ce lieu et pour l'aide que vous apportez quotidiennement à la police républicaine.
Le présent point de presse a pour but d'informer l'opinion publique de l'arrestation de celui qui se fait appeler Général Faletti. Chers amis, qu'il vous souvienne que depuis quelques semaines, il est observé dans certaines localités de notre pays des actes de violence et de vandalisme perpétrés par certains citoyens. Ces actes sont l'œuvre de groupes organisés ayant pour chef de file un gangster hors pair, Faletti Biaou Ayodele Prudence alias Général Faletti, né le 27 décembre 1990 à Parakou. Ces bandes de délinquants s'en prennent aux populations et les empêchent de vaquer librement à leurs occupations. Des actes de pillage ont été perpétrés ça et là dans diverses localités. Même un véhicule du cortège du président de la Cour suprême en mouvement vers Parakou n'a pas été épargné. En effet, le 9 janvier 2020, le dit véhicule a été saccagé et des documents importants ont été emportés. Ces vils individus divorcés sociaux sans foi ni loi vont jusqu'à défier les forces de défense et de sécurité qu'ils ont affrontées en faisant usage d'armes automatiques.